8h12, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous allez revenir sur la fin de vie qui, après la constitutionnalisation de l'IVG, certains disent qu'ils veulent revoir la clause de conscience. Hein. Expliquez-nous. Pardon. Oui, enfin je vais surtout revenir sur le projet lui-même, Patrick. Ouais. Alors, d'abord, je voudrais faire deux remarques préalables. La première, c'est que je ne méconnais absolument pas les souffrances qui accompagnent souvent la fin de vie et la nécessité de les apaiser. Cependant, je trouve que c'est un sujet qui est trop délicat pour les certitudes et aussi pour le militantisme. Je trouve ça bizarre qu'on milite pour ça. Bon, alors, cela dit, ceci étant, je trouve ce projet troublant, même si on a proscrit le terme mourir dans la dignité, un terme affreux selon moi, parce qu'il condamnait ou il condamne à l'indignité ceux qui ne veulent pas mourir. Voilà. Donc aide à mourir, c'est tout de même mieux. Et cependant, il faut quand même préciser que ce projet ne proscrit pas, contrairement à ce qu'on a dit, le suicide assisté, puisque celui-ci est tout de même, dans certains cas, ouvert à ceux qui ne peuvent pas s'administrer le produit eux-mêmes. Donc on ouvre quand même une voie. Et je voudrais, avant de revenir sur ce qui se passe chez nous, parler des expériences étrangères, parce qu'on commence toujours par des lois très restrictives et puis finalement on ouvre au fur et à mesure. Au Canada, depuis 2016, donc des patients atteints de maladies incurables peuvent demander l'assistance au suicide, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on discute pour l'ouvrir aux mineurs de plus de 12 ans, aux mineurs de plus de 12 ans, et aux malades mentaux. Et de nombreux cas au Canada révèlent une pression sur les vieux qui sont conduits à se sentir inutiles. Par exemple, on a aussi accordé l'euthanasie à un homme qui ne supportait pas le bruit dans une maison de retraite. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et rappelez-vous, en Belgique, on avait aidé une adolescente à mourir. Alors, c'est pas très encourageant. Oui, bon, mais sous prétexte qu'il y a des excès, on ne fait rien alors, parce que bon, là c'est un peu caricatural, quoi, non ? Je suis désolé, mais on ne fait pas rien. Primo, il faut mettre le paquet sur les soins palliatifs, ça tout le monde en convient, et je veux dire vraiment, ça c'est important. Deuxièmement, il y a la loi Claes-Leonetti qui quand même règle énormément de cas, il faut pas l'oublier. Tertio, aucune loi, pardon, je suis désolé de le dire, mais la loi n'interdit pas le suicide. Je veux dire, on peut pas, les gens qui peuvent le faire, on peut pas vous empêcher de le faire. Et enfin, il faut le savoir, et tout le monde le sait d'ailleurs, l'euthanasie, ou une forme d'euthanasie ou d'aide au départ, se pratique toujours au cas par cas, dans le secret des médecins, des familles, des soignants. Et écoutez, ça me paraît, important de le souligner. Cependant, vous allez me dire que c'est injuste pour ceux qui n'ont pas de famille, ni de médecin, ni le courage ou la capacité de se suicider. Eh bien oui, Patrick, la vie est injuste et la mort aussi, et c'est là-dessus que je voudrais finir, parce que il y a dans ce projet, dans tous ces projets d'ailleurs, un hubris prométhéen, une espèce de naïveté progressiste, dans la croyance qu'on peut inverser au bout du chemin tout ce qui a déraillé avant. Oui, c'est vrai, il sera toujours plus facile de mourir aimé et entouré que seul. Est-ce qu'on va faire pour autant une loi contre la solitude ? Alors vous me direz aussi que puisque ça se pratique dans le secret des hôpitaux, eh bien, il faut créer un cadre. Eh bien non, la dernière chose qu'il faut encadrer, à mon avis, c'est la mort. Peut-être que mon prochain ou mes proches peuvent m'aider à mourir, mais pas l'État. Non, pas l'État, s'il vous plaît. Si l'État peut me garantir une mort douce, d'ailleurs, pourquoi ne devrait-il pas aussi garantir mon bonheur ? Eh bien non, bien mourir ou être heureux, ce ne sont pas, malheureusement, peut-être des droits constitutionnels. On ne peut pas rendre la mort cool, on ne peut pas la faire rentrer dans des protocoles et des dispositifs. C'est notre dernière manifestation de souveraineté et de liberté. On ne peut pas non la confier aux bureaucrates. J'évoquais des clauses parce que c'est vrai qu'il y a des médecins ça viendra, qui disent, qui s'interrogent là-dessus. Ce matin, il y a débat, notamment ceux qui travaillent aussi sur la fin de vie, où c'est vraiment divisé. Amine El Khatri. Oui, et je partage notamment le préalable d'Elisabeth quand elle dit c'est des sujets intimes sur lesquels il faut éviter des certitudes. Moi, je suis assez frappé depuis quelques jours de voir sur les plateaux de télé des gens venir, souvent avec pas mal d'arrogance, asséner des certitudes
certitudes en disant non mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, voilà, non mais c'est telle position et telle autre est inacceptable. Moi j'ai plutôt une position favorable parce que je considère d'ailleurs comme laïque que c'est un choix en fait qui doit appartenir à chacun. Le choix de sa propre fin doit appartenir à chacun. Et en même temps, lorsque j'entends, je sais pas moi, des catholiques, lorsque sur des plateaux de télévision, j'écoutais Charlotte Dornelas, j'écoutais Geoffroy Lejeune, qui défendent plutôt des positions inverses, ils arrivent à me faire douter. Ils ne me font pas changer d'avis, mais j'entends celui qui dit, moi, devenu dans un état de légumes, moi j'ai quelqu'un qui est mort de Charcot. J'ai vu les derniers mois un ami proche arriver vers la fin d'une maladie qui ne se soigne pas, dont la fin est connue d'avance. Lorsque vous avez perdu l'usage de vos membres, lorsque vous ne contrôlez plus votre corps, lorsque vous perdez la parole, lorsque vous avez besoin d'assistance pour manger, pour vous laver, etc., je peux comprendre que des gens aient pas envie que ça dure trop longtemps. Et y compris pour eux-mêmes et y compris pour leurs proches. Mais c'est pas la question en fait. Non mais d'accord Elisabeth. La question c'est de savoir s'il faut une loi ou pas. Excusez-moi parce que je pense, d'abord ce sont des situations très douloureuses et là où je suis d'accord avec vous, j'étais très choquée dans le journal, on a interrogé quelqu'un de cette fameuse association et elle a dit, vous vous rendez compte, il y a des gens qui parlent de fraternité, comme si parler de fraternité c'était une insulte. Excusez-moi mais là on atteint quand même des sommets un peu étranges du militantisme. Non mais je vous assure, moi j'ai sursauté pendant le journal. Mais tout à l'heure c'était un reportage de Lionel Maillet. Éric Revel. Oui, c'est un reportage très intéressant. Et donc, je trouve juste, avant de passer la parole à Éric, quand même, personne, évidemment, ne nie, je crois, les souffrances. Cette maladie de Charcot, c'est absolument horrible. Et beaucoup d'autres. La question est de savoir, si vous voulez, à partir du moment où nous avons déjà un cadre légal qui permet quand même d'aller assez loin, si pour les quelques, probablement dizaines ou centaines de cas qui restent, si vous voulez, qui ne sont pas traités par tout ce qui existe déjà, est-ce qu'il faut un cadre légal? Moi, je pense que non, mais peut-être Éric pense que oui, je ne sais pas. Non, je vais vous dire, ma position elle est très simple, c'est que on a tous une définition, une perception de la souffrance de la mort. Donc moi déjà, je pose comme préalable que légiférer sur quelque chose qui est intime, personnel et unique à chaque fois, c'est presque un paradoxe en fait. Parce que on n'a pas tous la même vision de la souffrance, de sa fin de vie, de ses croyances aussi, de la foi. Vous savez, pour les catholiques, puisque Amine les citait, pour les catholiques, je me souviens de cette phrase de Jean-Paul II qui avait résonné beaucoup chez ceux qui ont une foi inébranlable. On avait reproché à Jean-Paul II, le pape, de mettre à la fin de sa vie sa souffrance en avant, médiatiquement. On avait dit, mais enfin, ce pape devrait quand même avoir un peu plus de décence. Voilà. Et en fait, il avait eu cette phrase incroyable. Il avait dit, mais est-ce qu'on a décroché le Christ de la croix? C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi, parce qu'ils ont cette foi, parce qu'ils croient à une vie après, que la souffrance fait partie de leur vie jusqu'au bout. Bon, mais en réalité, cette loi, pardonnez-moi, elle est quand même d'une grande hypocrisie. Pourquoi? Parce que, d'accord, les critères sont stricts, mais se donner la mort soi-même, ça s'appelle le suicide assisté. Demander à une tierce personne, si elle l'accepte, à un soignant, de vous donner la mort, ça s'appelle l'euthanasie. Donc en réalité, cette loi de fraternité, comme l'a baptisé Emmanuel Macron, où je suis absolument en phase avec Elisabeth, c'est que il aurait mieux fait depuis des années et des années de développer, de mettre le paquet financièrement sur les soins palliatifs. Il y a plein de départements qui manquent de soins palliatifs. Accompagner les gens sans souffrance jusqu'au bout, c'est développer les soins palliatifs. Alors il promet 1 milliard d'euros sur les 10 ans, mais je vous rappelle qu'en 1995, je le cite souvent, Marie de Henzel avait écrit un très joli livre qui s'appelait La mort intime, préfacé par François Mitterrand en 95, c'est-à-dire que lui-même est au bout de sa vie, sur la question des soins palliatifs, sur la ferme nécessité de développer les soins palliatifs. On a fait quoi en 30 ans? Rien. Bon, allez, on continue. C'est intéressant que vous disiez ça parce que... On continue dans un instant, Elisabeth Lévy, autour de ce sujet, mais aussi du vote à l'Assemblée nationale autour de l'Ukraine. Et il est 8h22.